Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Fil de Will, le podcast qui vous fait découvrir des personnes d'exception. Vous avez peut-être déjà pu apprécier notre premier épisode avec la très remarquable Pascale Diez. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande bien chaleureusement. Et aujourd'hui c'est notre deuxième rencontre avec une invitée de choix, vous vous en doutez. Elle aussi, comme tous nos invités, avance dans la vie avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et vous savez, quand on a ce don-là, on rejoint fatalement le club des embellisseurs et embellisseuses du monde, dont nous avons tant besoin. Delphine Vaneuve fait partie de ce groupe. Vous ne la connaissez pas, alors écoutez-nous. Ça va vous faire du bien. Bonjour Delphine. Bonjour William. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comme le veut le principe de l'émission, je vais commencer par te demander où nous sommes et pourquoi tu as choisi d'enregistrer l'émission ici. C'est à toi. Alors d'abord, merci déjà d'avoir pensé à moi. Je ne me reconnais pas forcément dans toutes ces qualités, mais voilà, je suis prête à jouer le jeu et Très bien. Avec grand plaisir. Alors le lieu, c'est vrai que quand tu m'avais posé la question, j'étais vraiment très hésitante parce que je n'ai pas un QG particulier dans un café. J'aime les cafés, j'aime certains lieux plus que d'autres. Et j'ai pensé à un lieu où je ne suis allée qu'une fois. C'est encore le cas à ce jour, mais qui m'a beaucoup plu et qui fait sens par rapport au thème de ton fil de Will. Ouais. Donc c'est la gare Le Gore, qui est une ancienne gare désaffectée, plus précisément l'ancienne gare du Pont de Flandre, qui a été transformée en salle de concert, bar, lieu où on mange, où on boit, où on écoute de la musique, c'est-à-dire on vient vraiment écouter. Pour ce qui est de la salle, donc qui est en haut, c'est du jazz. Jusqu'à minuit, on peut y entendre de très très bons musiciens de jazz. Et en dessous, c'est plutôt techno, électro. D'accord. À partir de minuit jusqu'au petit matin, ce que je n'ai pas du tout encore testé, mais pourquoi pas. Ça viendra peut-être. Alors, le lieu... Alors déjà, la symbolique d'une gare me plaît, c'est pas le seul lieu d'ancienne gare de la Petite Ceinture transformée en tiers-lieu, mais c'est vrai que cette invitation au voyage tout en étant immobile, puisque les rails sont maintenant recouverts de végétation, le fait aussi que ce soit un lieu a priori d'hospitalité où des gens arrivent, me plaît, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti lors de ce concert. Donc, déjà, c'est aussi une amie très chère qui m'a emmenée là, une amie colombienne, une amie depuis le lycée, qui est même devenue la marraine d'un de mes enfants, de mon dernier enfant. On ne se voit pas souvent parce qu'elle vit en Colombie, mais quand elle vient quand même assez régulièrement. Et donc, c'est elle qui m'en a parlé, alors que c'est tout près de chez moi. Ah, c'est drôle. Ah oui. Je trouvais ça amusant. Voilà. Et le jazz, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas mal baigné, puisque j'ai quand même vécu avec un musicien de jazz pendant longtemps, qui est le père de mes deux filles. Puis voilà, j'avais déjà entendu beaucoup de jazz avec mes parents quand même, qui nous emmenaient, mon frère, ma sœur et moi, dans des concerts régulièrement. Mais ces dernières années, je ne sais pas pourquoi, d'autres musiques avaient pris aussi le dessus. Et donc c'était vraiment tout cet ensemble de choses, la découverte du lieu, qui est un lieu, alors ça c'est vraiment important, je ne l'ai pas encore dit, qui accueille sur tarif libre, c'est-à-dire on donne si on veut, si on peut. Ah, très bien. Donc il y a vraiment un mélange de public qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas dans les autres clubs de jazz ou salles de concert. Fatalement, de génération aussi. Beaucoup de jeunes, donc ça me fait quand même plaisir. Et c'est un lieu où on écoute vraiment, c'est-à-dire on se fait presque gronder si on bavarde. Si on perturbe, voilà. si on bavarde, d'accord. Mais il y a des intermèdes où le partage reprend le dessus, il y a beaucoup d'échanges, il y a un des animateurs, je ne sais pas, qui est un peu programmateur, j'ai pu un tout peu échanger avec lui, qui est associé en tout cas à la programmation, qui est un personnage à lui tout seul. D'accord. Donc il y a aussi le spectacle. Et là, c'était pour entendre Rick Margitza, je ne sais pas si on prononce comme ça, ou Margitza, j'aurais dû vérifier ça, qui est l'ancien saxophone, entre autres, de Miles Davis, il ne se réduit pas à ça. Oui, une pointure. Voilà, qui est reconnu aujourd'hui comme un musicien de talent, avec un quartet, qui joue là gratuitement. Ils sont rémunérés au chapeau. Au chapeau. Tous les lundis soirs. C'est quelque chose
je trouve déjà de très généreux. C'est très généreux, c'est génial d'accepter de faire ça. Ça montre un peu le caractère du personnage aussi. Oui. C'est bien, ça. Donc il y avait vraiment tous ces éléments réunis qui ont ces bonnes ondes, on va dire. Le lieu qui est couvert de graffitis, c'est pas surfait non plus. Un intérieur, un extérieur, donc là c'est un peu frais pour profiter de l'extérieur, mais il y a un peu à sortir quand la musique est entre deux sets ou de jazz. Donc certains qui restent, des jeunes qui attendent que l'étage en dessous aussi ouvre, qui échangent dehors. Il y a l'arrivée, c'est cette petite rue pavée, enfin. Oui, il y a un petit chemin qui monte à la gare. Un petit chemin, tout cela. Et puis, à l'entrée, je sais que j'avais remarqué... Alors, c'est au métro Corentin-Cariou. J'adore ce nom, Corentin-Cariou. Oui. et le personnage lui-même est quand même... n'est pas anodin, puisque Corentin-Cariou était un conseiller municipal du 19e. D'accord. Communiste qui a été quand même engagé dans la résistance, qui a été malheureusement fusillé, pris en otage par les Allemands et fusillé. Honorer sa mémoire, je trouvais ça bizarre, tous ces éléments. Oui, à la fois le territoire et la symbolique que ça peut amener tout autour. Voilà, donc ce lieu... D'accord, merci de nous avoir parlé du Gore dans ces termes. La gare en haut, le Gore en bas. Et c'est donc à Paris, dans le 19e arrondissement, c'est ça. Ancienne porte de Flandre, enfin gare de la porte de Flandre. C'est ça, oui. Très bien. Tu disais que le jazz t'accompagne depuis que tu es au monde. Est-ce qu'il y a une période de jazz ou un style de jazz que tu affectionnes particulièrement ? Alors c'est très ouvert, oui, Maintenant, j'aime bien aussi tout ce qui est plus fusion, mais j'écoute aussi des premiers temps du jazz. Enfin, je peux entendre du Betchet ou des choses plus récentes. Enfin, après, je sais, j'ai pas forcément les toutes dernières références, mais je suis allée quand même à des concerts plus de formation, plus récentes, ou même, alors, maintenant c'est un vieux Pat Metheny ou des gens comme ça, mais... Ah oui, voilà, d'accord. Ok, plutôt large alors. Mais, oui, j'aime bien. Voilà, après, j'aime beaucoup aussi les musiques brésiliennes. Il y a parfois des ponts. Ce sont des choses d'accord. qui m'accompagnent, on peut dire ça. Très bien. Chet Baker, j'aime beaucoup, par exemple. Tu n'aimes pas. Quand il chante aussi, pas que à la trompette. J'aime beaucoup sa façon de chanter. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours, de ton parcours de vie. Donc, tu es professeur de portugais. Oui, c'est ça. Oui, je suis professeur de portugais. Ça constitue une grosse part de mon identité actuelle. Et ça date, maintenant, ça commence à dater, puisque j'approche quand même, mine de rien, de la retraite. J'ai commencé assez jeune. Alors, c'est une langue que j'ai rencontrée à l'adolescence, puisque j'ai vécu avec mes parents beaucoup à l'étranger, dont 4 ans quand même à Lisbonne. Alors, j'aurais pu peut-être choisir d'autres langues. Je pense que c'est une question à la fois d'âge. C'était vraiment la période de l'adolescence, entre la 5e et la seconde. À une période aussi qui était vraiment peu de temps après la Révolution, relativement, puisque c'était les années 80, le début des années 80. Donc il se passait énormément de choses. Un pays qui avait quand même subi une dictature qui a duré plus de 40 ans. Alors j'en étais pas forcément consciente en 5e, mais voilà, il n'empêche que ça infusait. Et puis, alors à la fois des enseignants assez incroyables. J'étais au lycée français qui reste un lieu quand même assez privilégiés, mais où aussi sont accueillis beaucoup de Portugais qui peuvent être soit des enfants d'intellectuels, donc beaucoup aussi de personnes qui avaient été des opposants à la dictature et qui étaient revenus, des intellectuels, des artistes. Et puis j'avais aussi, après un peu en grandissant un peu plus, on va dire, troisième, seconde en particulier, la seconde ça a été un peu le début de la prise de conscience, ou en tout cas d'une plus grande autonomie, mais donc des rencontres aussi avec d'autres gens, des Portugais, enfin des gens sur place qui n'avaient rien à voir avec le lycée français. Alors pourquoi le Portugal ? J'en étais pas du tout consciente en quittant le Portugal, mais... Tu l'as quitté à quel âge ? Alors à la fin de la seconde, donc je devais approcher des 16 ans, c'est ça, je devais avoir 15 quelques.
Ça a été un déchirement à tel point que... Oui, est-ce que je vais te demander, mais je te demanderai après, ce qu'on ressent quand on n'est pas en France, en tant que Française, pendant son adolescence. Mais vas-y, continue. Ah oui. Oui, puisque tu me le demandes. Alors, on savait qu'on allait partir en Colombie, où j'ai fait donc la suite de ma scolarité jusqu'en terminale, mais j'avais tellement pris racine, je ne sais pas, enfin j'étais devenue tellement, voilà, je me sentais portugaise, je me sentais bien là en tout cas, que mes parents avaient tellement peur que je fugue, puisque j'aurais parfois fait fougon, rien de bien méchant, mais qu'on était, alors avec des bagages, etc., le déménagement était déjà parti, si je me souviens bien, mais... beaucoup de choses étaient, de toute façon, ne partaient pas avec nous, mais nos bagages et les 3 enfants, etc., faisaient qu'on était obligé de prendre 2 taxis pour aller à l'aéroport. Et donc, j'étais dans le taxi avec mon père, parce que lui, il allait pouvoir me tenir au cas où, j'avais pas osé m'échapper. Voilà. Donc et avant ça, j'avais fait, je me souviens encore, alors j'avais 15 ans, mais j'avais fait une fête de départ assez incroyable avec des gens, dont des gens que je connaissais que depuis 2-3 mois, mais avec même des adultes. Quand j'y repense, je me dis, mes parents étaient quand même très, très... c'est beaucoup de liberté, voilà, des gens avec qui on a passé comme ça toute la nuit dans Lisbonne, à dire de la poésie, à boire beaucoup aussi. Voilà, donc un départ qui était presque un rituel de passage, un rite de passage. Un rite de passage, c'est chouette. Alors après, à la Colombie, je ne sais pas si... Voilà, c'est quand même important peut-être, mais une langue très proche. Mais au début, j'ai eu du mal à m'adapter, non pas au pays en soi, mais à un lycée qui n'avait rien à voir avec uniforme, lever de drapeau. Pas du tout la même chose, effectivement. Voilà, ce genre de choses. Donc ça ajoutait, disons, à la saudade, la nostalgie du Portugal et de tout ce que j'avais laissé. Mais j'ai heureusement assez vite aussi refait des amis. Les 3 premiers mois, je rentrais tous les soirs et je faisais bonne figure la journée, puis en rentrant, je pleurais. Tu tombais en larmes. Je fermais la porte. Mais après, j'ai évidemment... découvert non seulement des gens formidables, j'en doutais pas, mais j'ai aussi trouvé un intérêt et rétrospectivement, je me dis j'ai énormément de chance de connaître aussi d'autres pays. C'est toute la question que je me pose en fait. Je me dis, mais effectivement, je pense que rétrospectivement, on considère que c'est une richesse d'avoir vécu tout ça, mais quand on le vit en continu, en tant qu'enfant ou adolescent, est-ce que c'est pas quelque chose qui est quelque part un peu... je sais pas, un peu frustrant de se dire moi je suis française mais je suis pas du tout en France en fait. Est-ce que c'est un questionnement qui revient ou pas du tout? Alors je l'ai pas vécu comme ça parce que j'étais pas spécialement consciente de ça. Je pense qu'en arrivant à Paris après la terminale où là je me suis rendu compte que j'étais à l'extérieur, j'étais la française ou une des françaises parmi les Français, mais je me sentais pas plus... Enfin, c'était pas ce qui constituait, disons, mon identité. D'accord. Donc en fait, tu as absorbé tout ce qu'il y avait. J'ai réalisé que j'étais française en arrivant à Paris, en fait, où je me suis dit mince, mais qui suis-je? Oui, c'est ça. Donc c'est plus après que pendant, quoi. Oui. Après qu'on réalise qu'effectivement. Oui, c'était pas en tout cas un sujet de préoccupation particulier où j'ai d'autres amis qui ont vécu un peu ces parcours-là avec des parents qui ont fait ce choix de travailler à l'étranger et oui, pour certains c'est ces récits de moments, notamment à l'adolescence, on doit quitter après 3 à 4 ans dans un pays, mais rétrospectivement, comme tu dis, on a quand même été très très gâtés parce que c'est une chance qu'on aimerait donner à ses enfants et mes enfants m'en veulent de ne pas leur avoir permis de vivre la même chose. Ah oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Ah oui, mais je n'ai pas fait ce choix, j'ai pas pour des raisons diverses, mais j'aurais pu. Il y en a qui ont suivi qui ont reproduit, on va dire, la même chose, qui ont donné à leurs enfants ce même. Et du coup, tu as fait tes études à Paris alors? Après, oui, j'ai fait mes études à Paris, à part quelques séjours dans le dispositif Erasmus. Oui. J'en ai profité pour repartir au Portugal, notamment. Et ma relation maintenant au voyage est un peu ambivalente, c'est-à-dire partir en voyage touristique me frustre un peu. Enfin, c'est pas du tout du snobisme, hein. J'aime voyager, j'adore voyager, mais
si c'est un pays que je ne connais pas du tout, je n'ai pas vécu, j'ai l'impression de survoler, après un peu se documenter, ou alors il faut vraiment que je connaisse des gens sur place qui sont une sorte de passeurs, mais passer 15 jours dans un pays, j'ai l'impression de... l'expression, ça, j'ai fait le Canada, j'ai fait, je trouve ça très drôle parce que on n'a jamais fait un pays, en fait. Non, c'est vrai. Mais on a fait quand on a... Quand on a approché certaines racines ou quand on a approché certaines cultures, effectivement. Enfin, moi, je partage ça aussi, mais faire le Canada, non. Faire le Canada, ça prendrait toute une vie déjà, je pense. Oui, voilà. Et puis, il y a des choses très passionnantes à nos portes parfois, au coin de la rue. Mais ceci dit, voilà, c'est toujours une découverte. Et ça, je pense que ça nous fait du bien dans des moments... dans un contexte parfois pesant, que ce soit politiquement, ou quand on a l'impression aussi d'entendre un discours un petit peu blasé. Oui, c'est d'aller voir aussi ailleurs, de revenir... chargé de tout ça, relativisant. Mais c'est sûr. Et donc après, tu as commencé à enseigner en France, c'est ça? Alors j'ai enseigné, oui, c'est ça. Je ne savais pas forcément que j'allais devenir enseignante. Ceci dit, petite, j'alignais un peu les poupées, les peluches. Ma petite sœur pouvait faire partie et c'est une de ses meilleures amies, de mes élèves. Donc j'avais quand même cette vocation de jouer à la maîtresse. De vouloir transmettre. Voilà, c'était jouer à la maîtresse. Après, je n'y pensais plus. Je voulais être plutôt interprète ou d'autres métiers. Et puis, ça s'est fait je ne pourrais pas dire accidentellement, mais... La vie a fait que... Oui, j'étais enceinte de ma première fille quand j'étais encore à la fac, assez tôt. En fait, j'ai eu mes enfants assez jeunes, mes 2 filles en tout cas. Et puis, j'ai passé les concours. J'avais travaillé pas mal pendant mes études, pour la sécurité sociale, des traductions, au FUP, ce genre de choses. Mais voilà, c'était plutôt alimentaire. Et puis, l'enseignement, je me suis dit, après tout, c'est quelque chose qui me plaît. Enseigner le portugais. Alors, j'avais... formation portugais en espagnol, mais c'était vraiment le portugais qui prenait le dessus. Donc j'ai passé les concours. Des enseignants nous encourageaient aussi en disant, vous savez, l'agrégation, ça va peut-être disparaître en portugais, on ne sait pas. Donc ils nous ont poussé. Et donc, je suis devenue enseignante. Très bien. Parallèlement, ma fille est née juste, je crois, 10 ou 12 jours après les derniers oraux. Et... donc voilà, j'ai démarré ce qu'on appelle l'année de stage à Paris, mais en REP à l'époque, en réseau d'éducation prioritaire qu'on appelait ZEP à l'époque, et c'était près de la Bastille, c'était une zone d'éducation prioritaire, collège Anne-Franck. Il y en a encore, aujourd'hui des réseaux d'éducation prioritaire dans Paris, mais pas dans le quartier de la Bastille. Mais donc c'était la première expérience que j'en garde un très bon souvenir. Et là, j'ai vite vu. J'étais un peu étonnée d'avoir quand même essentiellement des élèves d'origine portugaise, même si c'est aussi à la fac, j'avais en fait fait la connaissance de la communauté de luso-descendants, des étudiants dont les parents étaient pour beaucoup des gens qui avaient fait le choix de l'immigration. Donc ils étaient la 2e génération, et je ne connaissais pas du tout ça. Et je connaissais un autre Portugal, et pas celui-là, donc à 18 ans. Et d'ailleurs, dès les premiers cours, ils m'ont dit « Ah, mais toi, tu as l'accent de Lisbonne ». Et je n'étais pas consciente non plus que j'avais l'accent de Lisbonne. Je pensais que c'était tout le monde, peut-être pas que tout le monde parlait comme ça. Mais voilà, oui, qu'il y avait un accent académique que tout le monde... J'avais l'accent de là où j'avais habité, et les étudiants venaient plus du nord du Portugal, pour beaucoup, sans généraliser. Après, à l'université, il y avait aussi beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'autres nationalités. Et donc, pour revenir à l'enseignement, donc j'avais effectivement beaucoup d'élèves d'origine portugaise, exclusivement même, et une brésilienne, parce que sa mère était prof de fac et faisait un échange pendant 1 an à Paris. Et j'avais remarqué, je me souviens, je ne sais pas, tout d'un coup, je pense à ça, parce que peut-être que ça a quand même ça fait écho au thème de ton fil. Je me souviens d'un premier conseil de classe où
2 de mes élèves qui étaient des jumelles, premier conseil ou deuxième peut-être, parce qu'on était déjà en train de faire les hypothèses d'orientation, c'était des élèves de troisième, et presque un consensus du conseil, en tout cas les voix les plus audibles, qui disaient oui, ça va être compliqué pour ces deux-là, la seconde générale. Elles avaient un 11 de moyenne, quelque chose comme ça, donc bon, c'était pas mirobolant, mais enfin, elles avaient là. Et elles travaillaient, elles étaient sérieuses. Et dans le même conseil de classe, Martin, je ne sais quoi, un nombre très français, qui avait 9, 8,5 de moyenne, pouvait aller en seconde générale. Donc j'étais assez étonnée, assez surprise et un peu... Et donc j'avais réagi et en fait c'était inconscient en fait. Je pense que je jette la pierre à personne, mais il y avait quand même une espèce de stigmatisation, comme elles sont filles de concierge. D'accord. Voilà, la seconde générale, il n'y aura pas les ressources derrière, et alors que lui, c'est juste parce qu'il ne travaille pas assez, en gros. Ouais, donc j'avais posé la question, 1 ou 2 profs avaient dit « Ah oui, c'est vrai, non. » Enfin voilà, des petits... Ça n'avait pas révolutionné le... Non, mais tu avais mis le doigt sur une mais finalement, en fait, on se dit, c'est... Toutes ces instances-là, que ce soit le petit conseil de classe, et je le retrouve ça encore aujourd'hui, encore récemment dans des conseils, ça tient à très peu de choses, qui est un peu de justice, et les professeurs, on n'est pas toujours les les meilleurs pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes. Parfois, sans généraliser non plus, mais... Non, mais il y a des reproductions de stéréotypes à tous les étages ou dans toutes les institutions, je pense. Oui. Donc c'était un souvenir de l'année de stage. On avait fait un voyage quand même à Lisbonne, là, cette année-là, c'était un bon souvenir. Et ensuite, donc, j'ai été nommée dans l'Académie de Rouen, je suis accélérée. Tu quittais Paris. Voilà, comme tous les enseignants des disciplines, on va dire... En général, on fait un stage là où on a fait ses études, et ensuite on est nommé ailleurs. L'Académie de Paris étant très demandée, il faut avoir... Donc, l'Académie de Rouen, ce sont des... J'étais à Petit-Quevilly... Non, la première année, j'étais à Desvilles-les-Rouen. J'étais dans des banlieues très populaires, pas toujours bien desservies par les transports. Donc, je garde surtout le souvenir de trajets... interminable. Je mettais vraiment 3 heures de porte-à-porte, parce que entre-temps, j'avais dû déménager en banlieue parisienne, donc j'habitais vers Antony. Je mettais vraiment 3 heures de porte-à-porte. Ouais. Mais alors, c'était... qu'un bébé, tout ça. C'était bien rousse. Voilà. Je ne sais pas comment tient coup, mais beaucoup d'enseignants ont connu ça. Et, mais en même temps, j'ai découvert vraiment le quart-monde qu'on connaît moins on le connaît à Paris, et plus maintenant peut-être qu'on le connaissait dans les années 90. Oui, ça s'est vraiment dégradé. Mais c'est dans les années 90, c'était moins visible. Et donc, des élèves très attachants, qui avaient fait un choix qui n'avait pas du tout d'origine portugaise. Oui, c'est un choix assez original. Voilà. En tout cas, Desvilles-les-Rouen, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, j'en avais certains, mais c'est des questions de communauté locale, de très bon souvenir rétrospectivement, mais un vrai, un petit peu plus compliqué. Et comme j'avais pas eu la grecque, j'avais le CAPES mais pas encore la grecque, je préparais la grecque en même temps. Donc je dormais peu, on va dire. La première année, je dormais peu. Des années rouennaises un peu complexes. Voilà. Puis j'ai eu un passage par le CNED ensuite. Oui. Puisque j'ai le CNED étant donc le Centre national d'enseignement à distance. C'est ça, oui, qui s'est fait... Alors, ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Enfin, j'en parle très librement, sans aucune... Donc, ma fille aînée, il s'est avéré qu'elle était autiste, on ne le savait pas tout de suite. Elle a eu des difficultés, donc je suis entrée dans tout cet univers que je connaissais mal, pas, de toute façon... Même si on le connaît, quand ça nous touche de plus près, c'est quand même encore autre chose. Donc comme c'est arrivé, je pense à d'autres parents avec qui j'ai pu échanger à ce sujet, les repères peuvent être un peu compliqués. Et quand on enseigne, ça peut être aussi difficile de se dire, je fais 6 heures de trajet pour aller m'occuper de gamins, je vais me donner quand même beaucoup dans mon travail. Pendant ce temps, j'ai ma fille que je ne vois que je voyais très tard le soir, parce que je rentrais tard, etc.
Donc tout ça a fait que j'ai eu un moment où j'ai dû même m'être arrêtée, je n'ai pas tenu le coup. Et à la suite de ça, j'ai été nommée au CNED pendant un petit temps, ce qu'on appelle réadaptation. D'accord. Ah oui, c'est terme très stigmatisant. La rééducation du professeur en burn-out. Voilà, c'était pas un burn-out, mais c'était plus possible. Ça ne faisait pas de sens, je sais pas, il fallait qu'il se passe quelque chose pour que je puisse m'occuper d'elle et tout en concilier le tout. Tout ça, donc l'arrêt n'a pas été très long, mais j'ai pu... et j'ai découvert le CNED, qui est le centre d'enseignement à distance, qui était passionnant aussi, parce que c'est une autre façon d'enseigner, un rapport aux élèves. Alors on n'était pas encore sur des outils très très performants en nouvelles technologies, mais ça commençait petit à petit. Et là, j'ai pu aussi commencer... il y avait des cours en portugais, beaucoup, de correction, de conception de cours petit à petit qu'on m'a confié, et aussi de cours pour les conservateurs du patrimoine et des bibliothèques. Enfin voilà, des choses intéressantes en soi, des collègues très intéressants aussi. Et ensuite, ça n'a pas été éternel, c'était un petit temps, quand même 3 ans. Je crois que c'est comme ça, c'est prévu comme ça dans ce système. Et ensuite, je suis venue enseigner à Paris, dans divers lieux, puisque j'avais ce statut que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque titulaire académique, qui s'appelle maintenant titulaire sur zone de remplacement, puisqu'en portugais, comme dans d'autres disciplines où il y a assez peu de postes fixes, et donc on peut être amené à bouger au sein de la même académie. Et donc ça a été très bien aussi, parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de publics, beaucoup de lieux, beaucoup d'établissements, même si ça reste au sein de l'Académie de Paris, mais il y a une diversité assez importante quand même. Donc entre le collège Budet de la Place des Fêtes, le lycée Montaigne, sont un peu d'autres... C'est deux branches complètement différentes. Oui. Là, j'ai bougé beaucoup les premières années. Alors, j'enseignais le portugais, mais tout en m'appuyant beaucoup quand même sur l'éducation artistique et culturelle. Oui, dès le début. On en parlera après. C'est ton plongeon dans l'EAC, comme on dit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si, concernant l'enseignement en lui-même, moi, j'ai un rapport... je pense que c'est assez courant chez les enseignants. On est à la fois, notamment dans des disciplines où on a des élèves qui font un choix souvent qui n'est pas toujours motivé par leurs origines, mais c'est un choix qu'on soutient. On doit énormément travailler sur la communication pour avoir des élèves. On est assez militant, pas VRP, mais enfin... On passe dans les classes, même dans les écoles primaires. On essaie de vendre un peu sa discipline parce que ce n'est pas du tout un choix rassurant pour les parents, où il y a beaucoup de préjugés, ou alors on pense qu'il faut être d'origine portugaise, ou alors qu'il n'y a pas d'avenir, ou que c'est une langue rare. Oui, peut-être plus difficile, que l'espagnol. Plus difficile que l'espagnol. Et donc il y a toute cette dimension qui fait partie de notre métier, qui explique en partie le fait d'être amené à mener des projets qui permettent de faire rayonner la discipline au sein de l'établissement, voire du quartier, de valoriser aussi les productions d'élèves, et puis de travailler avec des collègues, parce qu'on est en général seul dans sa discipline. On n'a pas de collègues de portugais, même si j'en ai maintenant, là où je suis, mais en général, on est plutôt le seul. Oui, c'est rare les établissements où il y a 3, 4, voilà, il y en a quelques-uns, mais ça reste une minorité. D'accord. Et donc, travailler avec des collègues d'autres disciplines, c'est très intéressant pour soi, égoïstement, mais aussi pour que les élèves décloisonnent, fassent des ponts entre, je ne sais pas, histoire géo, art plastique, sport. Voilà. Bien sûr. On est des élèves à des spectacles, dans des musées, ce genre de choses. Donc ça a été dès le début, en fait, quand j'y pense, dès mon année de stage, en fait, j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des collègues toujours partants, toujours enthousiastes. Je pense pas que j'aurais pu travailler autrement. Non, mais je trouve ça très intéressant. Puis effectivement, l'éducation artistique et culturelle, c'est un domaine dans lequel les pouvoirs publics ont décidé de mettre un petit peu d'argent quand même sur les années... plutôt les années 2000-2010. Maintenant, c'est en train de changer. C'est en train de changer même radicalement. Mais qu'est-ce qui n'est pas radical aujourd'hui ? On se pose la question. Et puis, on voit qu'effectivement, on fait d'autres choix politiques et c'est malheureusement au détriment de ce type de projet-là
Parce qu'en fait, l'éducation artistique et culturelle, elle est quasiment tout le temps prise en charge par les départements, les régions, et puis le fameux pass culture dont on a tant parlé là, ces derniers temps. Et puis tout ça, c'est en train de se restreindre, et du coup, on se demande qu'est-ce qui va se passer pour ces élèves-là, pour ces projets-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir... ou alors pourquoi, même, on se demande même pourquoi ces choix-là sont-ils faits. Oui, et je pense que là, c'est vraiment une responsabilité politique qui est prise un peu à la légère. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est pas très responsable, je pense, de ne pas vraiment évaluer toutes les répercussions qu'a ce levier qui est l'éducation artistique et culturelle, qui est à la fois, pour ce qui est de l'inclusion, on a parlé un peu là des questions de différence, puisqu'on est confronté dans nos classes aussi à beaucoup d'élèves qui peuvent avoir des formes de handicap plus ou moins sévères, mais compatibles avec une scolarité en milieu ordinaire, comme on appelle ça, ou avec une diversité de milieux sociaux, ce qui est vraiment le cas là où je suis, même si je suis dans un lycée qui est un peu prestigieux dans le 6e arrondissement, mais j'enseigne en enseignement inter-établissement. J'ai des élèves qui viennent de toute l'académie et aussi du 93. Des élèves de profils de familles extrêmement diverses, avec un accès à la culture qui va du tout au rien, en tout cas. Rien du tout. Quand je parle de culture, même en le disant, je m'en fais un peu, parce que chacun ayant sa culture, mais je veux dire, aller au spectacle, aller dans des musées, ou d'avoir cette appréhension de peut-être d'entrer dans des lieux où on ne se sent pas légitime. Même si les années précédentes, ils ont pu y aller grâce à l'école et grâce à ces dispositifs, mais on sent qu'il y a une inégalité dans nos classes qui est flagrante. Avant le pass culture, il y avait quand même alors, il y avait des défauts certainement, mais ça avait au moins le mérite, tout ce qui était, alors classe APAC les plus connus, ateliers artistiques, ou des dispositifs qui existent encore, comme les résidences d'artistes, que ce soit pris par la DRAC, par l'État, que par les régions ou par certains départements. Dès lors qu'il y avait, ou qu'il y a encore aujourd'hui, co-construction, c'est-à-dire vraiment qu'un artiste ou une structure culturelle et les artistes qui interviendront auprès des élèves et les enseignants en charge de ces projets, si possible plusieurs, ça marche toujours mieux que quand c'est un enseignant tout seul qui porte un projet dans son coin. C'est dès qu'il y a une co-construction, une envie partagée et une rencontre, il faut qu'il y ait quand même que les enseignants prennent la mesure de quel est l'univers artistique un peu de cet artiste, que j'adhère. Il faut qu'il y ait cet échange en amont. De même que l'artiste va aussi essayer de comprendre comment fonctionne cet enseignant, chacun va trouver sa place et on va mener un projet pour un certain type d'élèves. Ça va constituer un projet qui sera peut-être un des projets dans l'établissement, mais qui fait sens dans cet établissement, si possible. C'est un volet culturel d'un projet d'établissement plus largement sur un territoire donné. Tout ça, c'était quand même, je pense, un peu mieux accompagné, évalué. Il y avait des défauts, on peut dire, il y a peut-être parfois des incompréhensions, et puis ça demandait beaucoup de travail aux enseignants et aux artistes de remplir ces dossiers, parfois dans des délais très courts, alors qu'ils sont déjà les uns et les autres sous l'eau. On n'en parle pas assez, les enseignants ne sont pas tout le temps en vacances, les artistes ne vivent pas dans le flou artistique avec des... Les deux côtés, ça travaille énormément et ce ne sont pas du tout les seuls métiers concernés, mais ce sont des gens très impliqués en général. Donc c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps. Le pass culture, ce sont des moyens colossaux. En comparaison, c'est vrai qu'il y a des sommes importantes et tant mieux. Après, il y a un petit côté catalogue parfois qui... C'est pas du tout la même philosophie. On entre dans une logique de prestation de service où les établissements ou les professeurs regardent, consultent un catalogue, effectivement, et puis se disent, ça pourrait être pas mal, sans vraiment prendre le temps de la curiosité, de l'échange avec l'équipe artistique ou la structure pour savoir si cette fameuse prestation sera adaptée
c'est pas les élèves, quoi. Parfois, c'est un peu ça, c'est facile, c'est plus facile que de remplir un dossier de classe APAC, c'est vrai. Donc, tant mieux si ça a permis à davantage d'élèves d'aller à des spectacles, de rencontrer des artistes, de réaliser des petites productions artistiques. Mais parfois, c'est aussi, sans aucune évaluation, sans aucune co-construction, cette consomme un peu... je trouve que c'est quand même de l'argent public. Après, c'est une logique libérale, on est complètement dedans. On est là-dedans, personne ne dit que c'est comme ça. On fait un peu la même chose, c'est une parenthèse, mais je pense que les choses se rejoignent, mais dans la transition écologique, on a les mêmes travers avec des primes, tant mieux, mais qui parfois sont données... Alors, il y a des chasseurs de primes, des entreprises bidons, vraiment, qui fournissent des pompes à chaleur qui ne marcheront pas, des panneaux solaires, tout simplement pour bénéficier de la subvention, de la prime. Trouver des clients qui vont croire qu'ils ont fait une bonne affaire. Et ça, alors entre l'ultra-interventionnisme de l'État et l'ultra-libéralisme, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et là, je trouve qu'on est allé peut-être trop loin. Et on se retrouve avec un pass culture qui, du jour au lendemain, est suspendu, avec aucun recours possible, des établissements qui n'ont pas, puisque tous les autres moyens existants sont quand même n'existent très plus, limités, ou très limités. Parce qu'on a et une grande tous les crédits sur le pass culture. C'est quand même un prestataire privé qui a... Le système ADAGE est venu d'une académie, l'Académie de Versailles pour ne pas la citer, mais qui a ses problématiques, et tout n'était pas transposable à toutes les académies, chaque territoire a ses spécificités. Il a fallu tordre ADAGE pour que ça puisse fonctionner dans d'autres académies, et on ne couvre pas. Il y a des élèves qui ne peuvent, certaines disciplines ou certains contextes d'enseignement qui ne peuvent pas accéder au pass culture, donc il faut quand même le savoir. Alors qu'avant aussi. Donc, bien sûr. Je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais on est peut-être... en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une évaluation et surtout une concertation des gens qui connaissent un peu le sujet, de part et d'autre. Et on pond On ne peut pas dire que ça... Même si les crédits étaient supérieurs à ce qui était en place avant, on ne peut pas dire que ça avait contribué à réduire les inégalités d'accès aux lieux de culture et aux activités culturelles. On ne peut pas dire ça. Oui, et puis quel est le but de l'éducation artistique culturelle ? C'est aussi que ces élèves y aillent ensuite d'eux-mêmes. C'est un peu ça, c'est aussi c'est de leur donner le goût, l'envie, le réflexe. Donc ça se construit, ça se pense. On y arrive ou on n'y arrive pas, c'est pas toujours... Mais ce que je trouve quand même assez sidérant, et qui me met vraiment en colère, c'est de me dire tant d'argent alors qu'on peut faire, on aurait pu, on peut encore, si on y réfléchit, miser aussi sur ce levier-là, parmi d'autres leviers certainement, mais pour justement travailler sur un apaisement, sur un vivre ensemble, comme on dit, ces termes... qui ne sont pas... c'est pas des gros mots. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai quand même des souvenirs, même dès les premières sorties. Je reviens à Petit Quevilly, Grand Quevilly, mes premières expériences après mon année de stage de sortie. J'avais emmené les élèves, j'avais un collège à Petit Quevilly, un collège à Grand Quevilly, deux banlieues très populaires de l'agglomération rouennaise. Je les avais emmenés à Paris. Pour beaucoup, c'était d'ailleurs la première fois. On avait passé une journée à Paris, dans 2 lieux culturels. Et sur le trajet de l'allée, il y avait une bagarre entre eux, parce que c'était des bandes de cités, etc. On avait vraiment dû... C'était arrivé quand même à des coups, un peu de sang, etc. On avait dû être plusieurs pour les séparer des élèves. Alors, ça peut paraître un peu angélique, mais le fait de les emmener dans un lieu beau... et où on leur dit, tu mérites aussi, tu as accès d'être là. Leur comportement est, je l'ai vu par la suite, c'est pas sur simplement cet exemple-là que je me base, mais des élèves transfigurés, c'est même pas trop fort, qui ont un comportement, qui ont tout d'un coup un contact avec l'enseignant, un dialogue, ou entre eux, il se passe des choses. Un déclic quelque part. Puis on les respecte en tant que personne, on n'emmène pas un troupeau d'élèves,
on essaie d'individualiser leur rapport à l'art, qui est une part de sensibilité personnelle qui entre aussi en jeu, c'est important, et pas simplement apprendre par cœur, alors remplir un questionnaire et point. Oui, pas évaluer un truc bête. Et ça, je pense que moi, je suis très admirative de beaucoup d'enseignants qui sont dans des situations d'enseignement très difficiles et qui continuent à faire ça, mais c'est aussi parce que c'est un moyen, une résidence d'artiste, c'était très émouvant parfois d'entendre des témoignages d'enseignants on sent qu'eux, ça leur redonne une bouffée d'oxygène, de la motivation, et puis, du sens, oui. Et des élèves décrocheurs qui raccrochent, qui reviennent, des liens qui se tissent, des partages sur des sujets artistiques ou transversaux, mais donc, quand on parle, tous ces termes-là de ensauvagement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore, submersion. Tous ces termes, on agite, on joue sur les peurs, des fantasmes, au lieu de travailler sur de la prévention, je ne sais pas, ou en tout cas faire confiance un peu. Oui, il y a quelque chose de très, très cynique et de très, finalement, politicien, purement politicien. Oui, qui est à oui, c'est ça, sans doute électoraliste. Oui, probablement. Oui. Bon, on verra comment la suite, comment l'avenir se présentera pour l'éducation artistique et culturelle. On espère que des choses en faveur de ces élèves-là, en particulier, seront mises en place ou continueront d'être mise en place. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton rapport, si tu as un rapport avec le monde portugais en France. Alors oui, le monde portugais, que ce soit amical ou avec, parmi mes meilleurs amis, oui, il y a des Portugais, ou des Français d'origine portugaise ou binationaux, beaucoup, portugais ou lusophones, brésiliens également. Voire d'autres pays lusophones, le Cap-Vert ou l'Angola, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme événement marquant dans le monde artistique portugais, lusophone en France, par exemple? Quels sont les rendez-vous? Alors là, en ce moment, 2025, c'est la saison croisée France-Brésil. On n'en parle pas encore énormément, mais les événements ont démarré. Bon, là, il y a une exposition qui vient de se terminer au musée du Luxembourg qui était très belle sur Tarsila do Amaral, qui est une des peintres du modernisme brésilien, qui est un courant très intéressant dans l'art, qui a créé ce manifeste anthropophage qui consistait à affirmer une culture brésilienne qui est capable non plus de copier, on va dire, les courants européens, mais de s'en nourrir pour ensuite restituer quelque chose de brésilien qui soit un mélange de ces influences européennes ou autres et des racines locales, qu'elles soient indiennes, brésiliennes. Ça, c'est une des expositions qui vient de se terminer. Il y a un festival de cinéma brésilien chaque année pour rester dans le Brésil. Il y a des événements qui peuvent être organisés soit par les services culturels ou de l'ambassade ou par la Maison du Brésil qui est dans la cité internationale universitaire. Côté portugais, il y a aussi beaucoup d'événements, il y a des lieux aussi, donc la Maison du Portugal qui est également voisine de la Maison du Brésil qui est très foisonnante, beaucoup d'événements y ont lieu. Il y a l'Institut Camões qui est l'Institut culturel et d'enseignement du portugais qui est lié à l'ambassade du Portugal. Sinon, il y a des lieux aussi tels que la librairie et les éditions Chandaigne qui sont... alors c'est très drôle parce que Michel Chandaigne, c'était mon professeur de sciences, de biologie à Lisbonne en seconde. Il faisait partie de ces enseignants que j'ai eu la chance d'avoir, mais qui étaient en ce qu'on appelait VSNA. Au lieu de faire le service militaire, il partait 2 ans enseigner à l'étranger. Service national long, mais c'est ça. Civique. Voilà, c'est ça. Donc lui ou Patrick Quillier, je l'avais en lettres, et puis un autre prof mais qui n'avait pas ce statut-là, c'est Christian Hocher. Ce trio
incroyable, reste encore très très actif dans la lusophonie, l'usophilie. Et donc la librairie et les éditions Chandaigne sont aussi un lieu non seulement pour l'édition, mais aussi pour des expositions qui peuvent circuler, des rencontres dans des divers lieux, que ce soit en littérature, en musique aussi, en art, en histoire aussi, à Blois. Enfin, par exemple, la Gulbenkian, c'était une fondation qui est une fondation portugaise qui avait été créée par un armateur arménien, comme le nom l'indique, mais qui a été une sorte de ministère de la culture bis au Portugal et qui avait son annexe à Paris, mais donc qui a été aussi très active. J'oublie encore beaucoup de lieux, je pense. Ah oui, alors en cinéma, il y a tout un cinéma, mais pas que. Il y a des gens comme que j'aime beaucoup, en fait, comme Hugo dos Santos, dont le dernier film Les Mains Invisibles fait tout un travail. En fait, c'est assez récent, ces dernières années. C'est une jeune génération qui a tenu à donner la parole à la première génération d'immigrés portugais qui sont venus en France, alors non pas que pour des raisons économiques. C'est un petit peu l'image que beaucoup de Français ont, y compris au musée de l'immigration où j'ai travaillé. Il y avait un peu cette image et l'exposition permanente qui est vraiment très belle. Je pense la nouvelle exposition permanente du musée de l'immigration est très belle. Mais petite réserve, c'est peut-être sur certains de ces pays, c'est le cas pour je pense l'immigration portugaise, le focus est un peu mis sur une immigration économique. Or, ce sont énormément de motivations politiques, notamment échapper à la guerre coloniale, s'opposer à la dictature de Salazar, qui ont aussi joué dans le choix de l'exil. Oui. Et donc, ce Hugo dos Santos, dans son dernier film Les Mains Invisibles, où un livre est publié par les éditions Chandaigne, donne la parole à cette première génération d'hommes qui sont partis, alors souvent sans même pouvoir en parler à leur famille, tant la confiance était parfois fragile, et qui ont fait ce qu'on appelle le salto, c'est-à-dire de quitter le Portugal la nuit ou avec l'aide d'un passeur, traverser à pied, froid, etc. Arriver en France dans des conditions parfois sans toujours connaître quelqu'un. Et puis il y a eu un printemps portugais qu'on a un peu occulté dans l'histoire. Il y a eu, en fait, à une époque, un foisonnement de compagnies de théâtre, de musique, d'événements culturels qui avaient également dans la communauté algérienne. Et d'ailleurs, ils tissaient des liens très importants, donc qui ont été un peu oubliés j'étais pas au courant de ça. Y compris par le musée de l'immigration, qui est au courant, qui est informé, puisqu'ils ont été sollicités par ces associations, par des chercheurs, des gens à l'université, des Victor Pereira, ou des gens comme ça qui travaillent aussi là-dessus, mais qui ont parfois été... parce que ça ne rentre pas dans la case qu'on voudrait peut-être... je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Je ne comprends pas toujours... voilà, c'est drôle. Je ne sais pas, j'arrive pas à m'expliquer la raison de ce choix. Et là, je pense que c'était l'occasion de peut-être remettre... justement, c'est un musée qui lutte contre les stéréotypes, contre les préjugés, c'est une de ses missions. Et là, je trouve que c'est un peu... on reproduit un peu trop le portugais, c'est le maçon, c'est la concierge. C'est effectivement le cas ça a été le cas de beaucoup, pour des raisons pratiques aussi. Il fallait vivre, oui, bien sûr. Mais tous ne sont pas venus que pour des raisons... économique, les deux parfois se mêlaient, mais il y avait une grosse motivation pour des raisons politiques, et ensuite un formidable, un vrai printemps portugais dans des banlieues. Il faudrait poser cette question, effectivement, et pourquoi pas la poser directement au musée de l'immigration. Oui, ce que je n'ai pas manqué de faire, mais aussi, après c'est un lieu qui a le mérite d'exister. Oui, il y a aussi un autre festival de cinéma dont je pourrais parler en portugais qui a été inauguré
cette année, qui est le Olá Paris, ça s'appelle. Voilà, il y a eu la première édition dont Maria de Medeiros était la marraine. Ah, ouais. Donc ça a eu lieu cette année. Donc je pense qu'il y aura d'autres éditions. Souhaité, oui, bien sûr. Pour ce qui est vraiment du Portugal, il y a des points très forts dans la littérature, c'est vraiment la poésie. Je pense que c'est vraiment un des domaines vraiment d'excellence. Et d'une diversité incroyable depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et puis en cinéma, voilà, on a de grands cinéastes. Et à Rouen, d'ailleurs, quand j'enseignais à Rouen, il y avait un universitaire qui n'était pas du tout professeur de portugais, qui était sociologue, Jacques Lémière, il s'appelait, qui enseignait à l'université de Rouen et qui avait créé un festival de cinéma portugais auquel j'avais pu emmener mes lycéens. Je crois qu'après, il est parti à Lille où il a reconduit l'expérience. D'accord. Et tu parlais de poésie, tu as toi-même contribué tu as apporté des contributions à certaines revues, notamment de poésie. Alors pas en tant que poétesse, mais j'ai pas publié, mais j'ai été sollicitée. Alors parfois ça m'est arrivé pour des traductions dans des revues comme Velicuetos, comme je ne sais déjà plus tous les titres, il faut que je retrouve. Et à L'Intranquille, c'était aussi pour un entretien de Patrick Quillier, qui est donc un des grands lusistes qui est à l'origine de l'édition de la Pléiade de Fernando Pessoa, qui est un des poètes majeurs du XXe siècle. Oui, ça a été un entretien que m'avait demandé la Françoise Favretto, qui dirige cette revue de L'Intranquille. Après, j'ai ma mère qui est encore en vie. Mon père est décédé, mais ma mère est traduite la poésie pour plusieurs revues de poésie, donc L'Intranquille, Midi, entre autres. Très bien, je te remercie beaucoup. Alors, on va arriver tranquillement sur la fin de notre échange. Merci d'avoir partagé avec nous la richesse de ce parcours qui est à la fois nourrissant et émouvant. Et donc, chers auditeurs, vous savez que dans notre émission, nous avons un rituel qui est que l'invité choisit une chanson et nous en fredonne un extrait. Alors toi, tu as choisi, Delphine, Como la Cigara de Maria Helena Walsh, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement. Donc ce n'est pas une chanson en portugais, mais en espagnol. Ça a été un peu une évidence quand tu m'avais demandé de trouver une chanson. Je ne sais pas si ça m'est venu assez vite et je n'ai pas changé d'avis. Je peux peut-être dire pourquoi. Oui. Pour plusieurs raisons. Bon, en tant qu'enseignante, on est face à des adolescents qui parfois ne vont pas très bien. La santé mentale est un vrai sujet. Oui. Le Covid a pu jouer, les écrans peuvent jouer. Il y a sans doute aussi de l'anxiété liée au réchauffement climatique, à des problématiques politiques internationales. Plusieurs en ce questionnements, moment, notamment sur l'avenir, effectivement. Tout ce qui se croise. Donc, on a eu malheureusement un drame dans mon établissement d'un élève qui a mis fin à ses jours cette année. Voilà. Et un autre, alors quand j'ai choisi la chanson, un autre drame n'était pas encore arrivé, mais un élève qui a été agressé pour un vol de téléphone, qui en est décédé. Et donc c'est vrai que ceci, alors c'est un peu lourd, oui, effectivement. mais c'est une chanson aussi qui fait sens, je pense, pour enfants, adolescents, adultes, toute personne qui serait dans des moments de désespoir qui pourraient les conduire à l'irréparable. Et c'est une chanson qui a été écrite quand même pendant la dictature en Argentine, mais aussi reprise ensuite avec un autre sens plus personnel. Donc je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Donc si en l'écoutant, en comprenant les paroles, en cherchant la traduction pour ceux qui ne seraient pas hispanistes, ça peut être un petit rayon de soleil ou une petite lumière au bout d'un tunnel, tant mieux. Tant mieux. Voilà, c'est un peu l'idée. Effectivement. Donc Maria Helena Walsh, c'est ça ? Oui. C'était une poétesse, romancière et auteure, compositrice de chansons pour enfants, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Et alors la chanson est aussi très connue par l'interprétation. Alors elle a été reprise par plusieurs chanteurs, mais plus qu'on a fait Mercedes Sosa, qui est une grande chanteuse d'origine indienne, qui est très typée indienne et argentine, qui a aussi eu beaucoup de collaborations avec des chanteurs brésiliens comme Chico Buarque, comme Caetano Veloso, toute cette génération qui elle-même avait dû fuir le Brésil pendant la dictature. Enfin voilà, il y a tout
tous ces liens, cette chanson fait écho à tout cela, donc c'est bien. Une belle chanson par ailleurs, tout simplement. Non, moi, je la trouve superbe aussi. Avant de t'écouter fredonner quelques vers, je voudrais juste en traduire 2 ou 3 que j'ai trouvé absolument bouleversants. Donc je vous les livre et puis vous irez vous-même écouter la chanson dans sa langue originale. Chanter au soleil comme la cigale, après 1 an de clandestinité, tout comme un survivant revenant de la guerre. Ou alors, tant de fois ils m'ont tué, tant de fois je suis mort, pourtant je ressuscite ici. Et enfin, et à l'heure du naufrage et de l'obscurité, quelqu'un te sauvera pour continuer à chanter. C'est à toi. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de 1 año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Merci Delphine, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, c'est avec ces jolies paroles que nous vous quittons aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain fil de Will.